Ibrahim Traoré et Kim Jong-un signent un accord secret, et l'Occident est en alerte. Le soleil se couchait sur Ouagadougou, baignant le palais présidentiel d'une lumière dorée. Dans son bureau, le capitaine Ibrahim Traoré, président intérimaire du Burkina Faso, parcourait des documents lorsque son chef de cabinet frappa à la porte. « Monsieur le Président, un diplomate nord-coréen demande une audience urgente », annonça-t-il, l'inquiétude visible sur son visage. Traoré, âgé de 36 ans et plus jeune chef d'État en exercice au monde, leva les yeux, surpris. Les relations entre le Burkina Faso et la Corée du Nord étaient quasi inexistantes. « Faites-le entrer », ordonna-t-il, ajustant sa tenue militaire. Le diplomate nord-coréen, d'une cinquantaine d'années, entra d'un pas mesuré. Il s'inclina respectueusement avant de présenter une enveloppe scellée ornée des armoiries officielles de Pyongyang. « Excellence, le dirigeant suprême Kim Jong-un vous adresse cette invitation personnelle », déclara-t-il solennellement. Traoré ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, rédigée sur un papier luxueux, une invitation formelle pour une visite d'État en Corée du Nord, signée par Kim Jong-un lui-même, 39 ans, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée. Une heure plus tard, dans la salle de crise du palais présidentiel, Traoré avait convoqué ses conseillers les plus proches. Une invitation de Pyongyang ? C'est sans précédent, commenta le ministre des Affaires étrangères, perplexe. Et potentiellement dangereux, ajouta le chef des services de renseignement. Nous ne connaissons pas leurs intentions véritables. Traoré, connu pour son discours nationaliste et anti-impérialiste, écoutait attentivement. Son expérience militaire l'avait formé à analyser les risques stratégiques. « Quelles informations avons-nous sur l'état actuel de la Corée du Nord » demanda-t-il. Ils restent isolés mais développent activement leur programme militaire. Leurs relations avec la Chine et la Russie se sont renforcées, répondit le conseiller diplomatique. Et pourquoi s'intéresserait-il soudainement au Burkina Faso ? Interrogea Traoré. Nos ressources naturelles, notamment l'or et le manganèse. Et peut-être notre position géostratégique en Afrique de l'Ouest, suggéra le ministre des Mines. Le débat dura plusieurs heures. Certains conseillers voyaient une opportunité diplomatique unique, d'autres un piège géopolitique dangereux. Si nous refusons, nous risquons d'offenser un État nucléaire, nota un conseiller. Si nous acceptons, l'Occident pourrait nous imposer des sanctions, contraint un autre. Finalement, Traoré prit sa décision. Son parcours militaire, de sa formation au Maroc jusqu'à ses opérations contre les insurgés djihadistes, l'avait préparé à prendre des risques calculés. « J'accepte l'invitation », annonça-t-il fermement. « Mais nous prendrons des précautions exceptionnelles. Double équipe de sécurité, communication cryptée et un plan d'évacuation d'urgence. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle filtra dans les médias internationaux. À Ouagadougou, la population était divisée. Sur la place de la Nation, des manifestants brandissaient des pancartes contre ce rapprochement avec un régime autoritaire. Dans d'autres quartiers, des partisans de Traoré célébraient cette affirmation d'indépendance face aux anciennes puissances coloniales. « Notre président montre qu'il n'a pas peur de l'Occident », s'exclamait un jeune supporter. « Il nous entraîne vers une nouvelle dictature », répliquait un opposant. À bord de l'avion présidentiel survolant l'Asie, Traoré regardait par le hublot les nuages défiler. Son visage, habituellement impassible, trahissait une légère tension. « Nous arriverons dans 2 heures, Monsieur le Président », annonça le chef de sa sécurité. Traoré hocha la tête. « Et les communications ?» Sécurisées. Nous avons également un canal d'urgence avec notre ambassade à Pékin. Lorsque l'avion entama sa descente vers une base militaire isolée près de Pyongyang, Traoré remarqua l'absence totale de journalistes internationaux. Tout était orchestré dans le plus grand secret. Sur le tarmac, une délégation nord-coréenne attendait, parfaitement alignée. À leur tête, un général décoré s'avança. « Bienvenue en République populaire démocratique de Corée, Excellence. Le dirigeant suprême vous attend. » Une limousine noire conduisit Traoré et sa délégation à travers des routes désertes jusqu'à un complexe gouvernemental imposant. Guidé à travers des couloirs marbrés, le président burkinabé fut finalement introduit dans une vaste salle de réception. Au fond, assis dans un fauteuil massif, Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, attendait. Son apparence correspondait aux rares images diffusées par les médias d'État. Corpulent, vêtu d'un costume sombre, arborant sa coupe de cheveux caractéristique. Lorsque Traoré entra, Kim se leva et sourit. Un sourire énigmatique qui ne révélait rien de ses intentions. « Bienvenue, président Traoré », dit-il à travers un interprète. « Je suis impatient de discuter de l'avenir que nos nations pourraient construire ensemble. »
Les deux hommes se serrèrent la main sous les flashs des photographes officiels nord-coréens. Ce moment, invisible pour le reste du monde, marquait le début d'une rencontre qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques. La salle de conférence du Palais du Soleil Kumsusan était décorée avec une opulence surprenante qui contrastait avec les images de pauvreté associées à la Corée du Nord. Des lustres en cristal illuminaient une table massive en bois précieux où Traoré et Kim Jong-un s'étaient installés, entourés de leurs délégations respectives. « Je suis honoré de recevoir un leader africain aussi visionnaire », commença Kim à travers son interprète. « Votre courage face aux pressions occidentales est admiré même ici, à Pyongyang. » Traoré, dont l'expérience militaire avait aiguisé le sens de l'observation, remarqua immédiatement la chorégraphie parfaite des officiers nord-coréens présents. Son passé de capitaine formé au Maroc lui permettait de détecter les subtilités d'une mise en scène militaire. « Je vous remercie pour cette invitation inattendue », répondit-il prudemment. Le Burkina Faso est toujours intéressé par de nouvelles alliances stratégiques. Kim sourit, visiblement satisfait de cette réponse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous montrer certaines réalisations de notre nation. Ce qui suivit fut une journée entière consacrée à une visite soigneusement orchestrée. Des usines modernes aux installations agricoles, tout semblait fonctionner parfaitement. Trop parfaitement, nota Traoré, qui soupçonnait une mise en scène élaborée. L'après-midi fut consacré à la fierté du régime, ses installations militaires. Dans un bunker souterrain hautement sécurisé, Kim présenta personnellement les dernières avancées technologiques nord-coréennes. Nos missiles balistiques peuvent atteindre n'importe quel point du globe, expliqua fièrement un général. Et notre programme cybernétique est parmi les plus avancés au monde. Traoré observait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. Mais intérieurement, il analysait. Ces technologies pourraient transformer la capacité de défense du Burkina Faso face aux groupes djihadistes qui menaçaient la région du Sahel. Le soir venu, un banquet somptueux fut organisé en l'honneur de la délégation burkinabé. Dans la grande salle à manger du palais présidentiel, des dizaines de plats traditionnels coréens furent servis, accompagnés de soju, l'alcool de riz local. Après plusieurs toasts, Kim Jong-un, légèrement plus détendu mais toujours calculateur dans ses propos, aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « L'influence occidentale est le véritable fléau de nos nations », déclara-t-il, son interprète transmettant ses paroles avec précision. « Ils prétendent apporter la démocratie, mais imposent leur domination économique. » Traoré, dont le discours nationaliste et anti-impérialiste était bien connu au Burkina Faso, acquiesça lentement. « L'Afrique a trop longtemps souffert de l'exploitation étrangère, » répondit-il. « Notre souveraineté n'est pas négociable. » Le visage de Kim s'illumina d'un sourire approbateur. Les deux hommes, malgré leurs différences culturelles et idéologiques, semblaient trouver un terrain d'entente dans leur méfiance commune envers les puissances occidentales. « Président Traoré, » reprit Kim, baissant légèrement la voix, « nos nations pourraient bénéficier mutuellement d'une alliance stratégique. Discrète, bien sûr. » « Quelle forme prendrait cette alliance ?» demanda Traoré, soudainement plus attentif. Kim fit un geste à l'un de ses conseillers, qui s'approcha avec une mallette en cuir noir. L'ouvrant avec précaution, le conseiller en sortit un document scellé portant les armoiries officielles de la Corée du Nord. « Ceci est une proposition d'accord économique et militaire entre nos deux nations, » expliqua Kim. « Nous pouvons vous offrir une technologie militaire avancée, une formation spécialisée pour vos troupes et un soutien économique substantiel. » « Et en échange ?» interrogea Traoré, son regard se durcissant légèrement. « Un accès privilégié à certaines ressources naturelles de votre pays. Et une coopération diplomatique sur la scène internationale. » Le jeune président burkinabé, connu pour son approche directe et sa fermeté, ne masqua pas son scepticisme. « Je ne signerai aucun accord qui compromettrait notre indépendance ou nous transformerait en proxy pour les ambitions d'une autre nation, » déclara-t-il fermement. Le Burkina Faso a renversé son précédent gouvernement précisément pour mettre fin à toute forme de néocolonialisme. Un silence tendu s'installa dans la salle. Les officiers nord-coréens échangèrent des regards inquiets, inhabitués à entendre quelqu'un contredire leur dirigeant. Contre toute attente, Kim Jong-un éclata de rire. « C'est précisément pourquoi je vous ai invité, président Traoré. Vous n'êtes pas comme ces leaders africains qui s'inclinent devant le premier chéquier occidental. » Kim tendit personnellement le document à Traoré. « Lisez notre proposition. Réfléchissez Y. Nous en discuterons demain, en privé. » Traoré accepta le document, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. « Je l'étudierai avec attention, » promit-il. Plus tard dans la soirée, dans ses quartiers privés, Traoré regardait par la fenêtre les lumières de Pyongyang, cette capitale si mystérieuse pour le monde extérieur.
Son chef de sécurité s'approcha discrètement. « Nos communications sont probablement surveillées, murmura-t-il. Et il y a des caméras dans chaque pièce. » Traoré hocha la tête imperceptiblement. « Je m'en doutais. » Il sortit le document scellé de sa veste et le contempla longuement, conscient que sa décision pourrait transformer non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais peut-être l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. À des milliers de kilomètres de là, dans les capitales occidentales, les services de renseignement américains et européens commençaient à s'agiter. Des images satellites avaient capturé l'arrivée de l'avion présidentiel burkinabé à Pyongyang. À Washington, dans une salle sécurisée du Pentagone, un analyste pointait du doigt une série de photographies sur un écran géant. « Nous ignorons le contenu de leur discussion, mais cette rencontre entre Traoré et Kim est sans précédent, » expliquait-il à ses supérieurs. Si elle débouche sur un accord militaire, l'équilibre géopolitique en Afrique de l'Ouest pourrait être bouleversé. À Paris, au Quai d'Orsay, une réunion d'urgence était convoquée. La France, ancienne puissance coloniale au Burkina Faso, observait avec inquiétude ce rapprochement inattendu. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel à Pyongyang, Traoré fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Le document reposait sur sa table de nuit, toujours scellé. Il savait que son contenu pourrait offrir à son pays des opportunités inédites, mais aussi l'exposer à des risques considérables. La décision qu'il prendrait le lendemain pourrait définir son héritage politique. L'aube se levait sur Pyongyang lorsqu'Ibrahim Traoré rassembla ses plus proches conseillers dans sa suite, transformé temporairement en salle de crise. Les rideaux étaient tirés et un brouilleur électronique, apporté discrètement par l'équipe de sécurité burkinabé, bourdonnait dans un coin pour contrer d'éventuels dispositifs d'écoute. « Nous avons analysé le document toute la nuit », commença le ministre des Affaires étrangères, les traits tirés par la fatigue. « L'offre est substantielle. » Traoré, qui avait à peine dormi, se tenait devant la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait. « Détaillé », ordonna-t-il simplement. Le document proposait un accord en 3 volets. Premièrement, un transfert technologique militaire incluant des systèmes de défense aérienne, des équipements de surveillance électronique avancés et une formation spécialisée pour les forces d'élite burkinabé. Deuxièmement, un soutien économique sous forme de prêts à taux préférentiels et d'investissements dans les infrastructures. Troisièmement, une alliance diplomatique sur la scène internationale. En échange, la Corée du Nord demandait un accès privilégié aux ressources minières du Burkina Faso, particulièrement l'or, le manganèse et l'uranium, ainsi que l'établissement d'une présence consultative dans certaines installations militaires stratégiques. C'est clairement une tentative d'établir un avant-poste en Afrique de l'Ouest, analysa le chef des services de renseignement. Kim cherche à étendre son influence au-delà de l'Asie. Mais la technologie qu'il nous offre pourrait transformer notre capacité à combattre les groupes terroristes, contra le ministre de la Défense. Nos soldats meurent chaque jour faute d'équipements adéquats. Traoré écoutait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. Son parcours, de simple étudiant en géologie à l'université de Ouagadougou jusqu'à devenir le plus jeune chef d'État du monde, l'avait préparé à ces moments décisifs. Et les conséquences internationales ? Demanda-t-il finalement. Le ministre des Affaires étrangères grimaça. Sévère. L'Occident imposerait certainement des sanctions économiques. La France et les États-Unis pourraient suspendre leur aide militaire contre les djihadistes. Nous serions isolés sur la scène diplomatique africaine. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun mesurait l'ampleur de la décision à prendre. « Mon devoir est envers le peuple burkinabé, pas envers les puissances étrangères », déclara finalement Traoré. Mais cet accord, dans sa forme actuelle, compromet notre souveraineté. Je vais renégocier les termes. 2 heures plus tard, dans un jardin intérieur du complexe présidentiel nord-coréen, Traoré et Kim Jong-un marchaient côte à côte, suivis à distance par leurs interprètes et quelques gardes du corps. Cette promenade, apparemment informelle, avait été demandée par le président burkinabé pour une conversation privée. « Votre proposition est intéressante, mais inacceptable dans sa forme actuelle », annonça Traoré sans préambule, son ton direct contrastant avec l'étiquette diplomatique habituelle. Kim, habituellement entouré de conseillers acquiesçant à ses moindres paroles, parut momentanément surpris par cette franchise. « Quels aspects vous posent problème ?» demanda-t-il finalement, son interprète transmettant fidèlement ses paroles. « La présence militaire nord-coréenne sur notre sol et les conditions d'accès à nos ressources naturelles », répondit Traoré. « Le Burkina Faso ne remplacera pas une domination étrangère par une autre. » Kim s'arrêta près d'un bassin où nageaient des carpes koi, symbole de bonne fortune dans la culture asiatique. Son visage, habituellement impénétrable, trahissait une certaine réflexion. « Que proposez-vous alors ?»« Un partenariat d'égal à égal,
répliqua Traoré. Nous acceptons le transfert technologique militaire et le soutien économique. En échange, nous offrons un accès préférentiel mais régulé à nos ressources, avec des garanties de bénéfices pour notre économie locale. Et concernant notre présence militaire, des conseillers techniques temporaires uniquement, sans base permanente. Et notre soutien diplomatique restera sélectif, guidé par nos propres intérêts nationaux. Kim observa longuement les poissons qui évoluaient gracieusement dans l'eau claire. Vous êtes un négociateur coriace, président Traoré, dit-il finalement avec un léger sourire. La plupart des dirigeants étrangers acceptent nos conditions sans discussion. Je ne suis pas la plupart des dirigeants, répondit simplement Traoré. À la surprise de l'équipe burkinabé, Kim accepta de revoir les termes de l'accord. Pendant les 48 heures suivantes, les équipes des deux pays travaillèrent d'arrache-pied pour rédiger une nouvelle version du document. La version finale comportait des modifications substantielles. Les transferts technologiques militaires étaient maintenus, mais limités à des systèmes défensifs. Le soutien économique prenait la forme de joint ventures plutôt que de prêts directs. L'accès aux ressources naturelles serait encadré par une commission mixte garantissant des prix équitables et la transformation locale d'une partie des minerais. Surtout, la protection de la souveraineté burkinabé était explicitement mentionnée, avec une clause interdisant toute base militaire permanente nord-coréenne sur le sol africain. Dans le grand hall du Palais du Soleil, Kim Jong-un et Ibrahim Traoré se retrouvèrent pour finaliser l'accord. La tension était palpable parmi les délégations des deux pays. Ce document représente une nouvelle ère dans les relations entre nos nations, déclara solennellement Kim Jong-un, dirigeant suprême de la Corée du Nord, âgé de 39 ans. Une ère basée sur le respect mutuel et l'avantage réciproque, compléta Traoré. Le Burkina Faso ne sera jamais le vassal d'aucune puissance, qu'elle soit occidentale ou orientale. Kim hocha la tête, appréciant visiblement la franchise du jeune leader africain. Une dernière condition, ajouta-t-il. Cet accord doit rester confidentiel pendant au moins 3 mois, le temps de mettre en place les premières mesures de coopération. Traoré réfléchit rapidement. Cette confidentialité pourrait être interprétée comme suspecte par la communauté internationale, mais elle offrait aussi un avantage tactique. Le temps de préparer une communication stratégique et de renforcer la position du Burkina Faso avant d'affronter d'éventuelles sanctions. Accepté, dit-il finalement. Mais toute fuite intentionnelle sera considérée comme une violation de l'accord. Les deux hommes apposèrent leur signature sur le document, puis échangèrent une poignée de main ferme sous les flashs des photographes officiels nord-coréens. Ce moment, invisible pour le reste du monde, allait pourtant redessiner les équilibres géopolitiques en Afrique et au-delà. Plus tard dans la soirée, lors d'un dernier dîner officiel, l'atmosphère était plus détendue. Les délégations des deux pays échangeaient plus librement, sous le regard vigilant de leur leader. Kim, habituellement réservé avec les étrangers, semblait apprécier la compagnie de Traoré. L'impassibilité calculée qui caractérisait généralement son expression avait cédé la place à une cordialité presque sincère. « Votre visite a dépassé mes attentes », confia-t-il à Traoré. « Peu de leaders ont le courage de négocier directement avec moi. » « Le courage n'est pas une option pour un pays comme le mien, » répondit Traoré. « C'est une nécessité quotidienne. » À l'autre bout du monde, à Washington, Paris et Londres, les agences de renseignement s'agitaient. Des images satellites montraient une activité inhabituelle autour du palais présidentiel nord-coréen. Les analystes s'acharnaient à comprendre ce qui se tramait entre ces deux nations improbables. « Nous devons nous préparer à tous les scénarios », déclarait un aux responsables du Pentagone lors d'une réunion d'urgence. Si Kim obtient un accès aux ressources africaines et une présence sur ce continent, l'équation géopolitique sera bouleversée. À l'aube du 3e jour, l'avion présidentiel burkinabé décolla de Pyongyang, emportant avec lui un accord qui restait invisible aux yeux du monde, mais dont les répercussions ne tarderaient pas à se faire sentir. Dans la cabine principale, Traoré regardait par le hublot les montagnes coréennes s'éloigner. Son visage reflétait à la fois la détermination et l'inquiétude de celui qui vient de prendre un risque calculé mais immense. « Que Dieu protège le Burkina Faso », murmura-t-il pour lui-même. L'avion présidentiel burkinabé atterrit à Ouagadougou sous un soleil de plomb. Ibrahim Traoré descendit les marches, le visage impassible malgré la fatigue du long voyage. Une foule de journalistes locaux et internationaux se pressait derrière les barrières de sécurité, avides d'informations sur cette mystérieuse visite en Corée du Nord. « Monsieur le Président, pouvez-vous confirmer la signature d'un accord avec Kim Jong-un » cria un reporter de Reuters. « Quelles concessions avez-vous faites au régime nord-coréen » lança un autre de France 24. Traoré traversa le tarmac sans répondre, escorté par sa garde rapprochée. Son silence ne faisait qu'alimenter les spéculations. À peine 24 heures après son retour,
Les premières fuites apparurent dans la presse internationale. Le New York Times publia un article citant des sources diplomatiques anonymes évoquant un accord militaire et économique entre Ouagadougou et Pyongyang. Le Monde parlait d'un axe inquiétant et d'un pied de nez au camp occidental. À Washington, le Conseil de sécurité nationale se réunissait en urgence. Dans une salle sécurisée de la Maison-Blanche, le président américain écoutait le briefing de ses conseillers. Nos satellites ont détecté des mouvements inhabituels dans certaines installations militaires nord-coréennes, expliquait le directeur de la CIA. Nous pensons qu'il prépare des envois d'équipements vers l'Afrique. Quelles sont nos options ? Demanda le président. Sanctions économiques ciblées, pression diplomatique sur les pays voisins du Burkina Faso, augmentation de notre présence militaire dans la région. Et qu'en est-il de nos alliés européens ? La France est particulièrement préoccupée. Ils considèrent la région comme leur sphère d'influence traditionnelle. Au même moment, à l'Élysée, le président français présidait une réunion similaire. L'inquiétude était palpable. Ce rapprochement avec Pyongyang est un défi direct à notre stratégie au Sahel, argumentait le ministre des Affaires étrangères. Si d'autres pays de la région suivent l'exemple du Burkina Faso, notre position sera intenable. Quelles sont nos informations sur le contenu exact de cet accord ? Demanda le président français. Fragmentaire. Nos services estiment qu'il s'agit d'un échange de technologies militaires contre un accès aux ressources naturelles, notamment l'uranium. L'uranium, murmura le président, laissant planer la menace implicite d'un accès nord-coréen à des matières pouvant servir à leur programme nucléaire. À Bruxelles, l'Union européenne convoquait une session extraordinaire. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprêtait à se réunir à la demande des États-Unis. Cette agitation internationale n'échappait pas à Traoré, qui suivait les développements depuis son palais présidentiel. Son conseiller en communication lui présentait une revue de presse internationale. Il spécule sans connaître les détails, nota Traoré. C'est exactement ce que nous avions prévu. Les marchés financiers réagissent déjà, ajouta le ministre de l'économie. Le cours de notre dette souveraine est en baisse. Les investisseurs craignent des sanctions occidentales. Et notre population ? Le ministre de l'Intérieur prit la parole. Les réactions sont contrastées. Dans les grandes villes, des manifestations pro- et anti-gouvernementales ont eu lieu simultanément. Dans les zones rurales, les gens sont plus préoccupés par la sécurité face aux djihadistes que par nos alliances internationales. Traoré se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, il pouvait voir une manifestation de soutien. Des centaines de jeunes burkinabés agitaient des drapeaux nationaux, certains brandissant des pancartes proclamant « souveraineté » et « non à l'impérialisme occidental ». Commencez la phase 2 du plan, ordonna-t-il à son équipe. Préparation du terrain médiatique. Dans les jours qui suivirent, une campagne de communication soigneusement orchestrée se déploya. Sans jamais confirmer explicitement l'existence d'un accord avec Pyongyang, le gouvernement burkinabé distillait un message cohérent. Le pays diversifiait ses partenariats internationaux pour garantir sa souveraineté et sa sécurité. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs pro-gouvernementaux diffusaient des messages patriotiques, évoquant la nécessité d'une diplomatie indépendante. Les médias d'État multipliaient les reportages sur les échecs des interventions occidentales au Sahel. Une semaine après le retour de Traoré, lors d'une allocution télévisée soigneusement mise en scène, le jeune leader, connu pour son discours nationaliste et anti-impérialiste, s'adressa directement à la nation. « Peuple du Burkina Faso », commença-t-il, son uniforme militaire impeccable contrastant avec la simplicité du décor. Depuis des décennies, notre destin a été dicté par des puissances étrangères qui prétendent nous aider tout en exploitant nos ressources et en nous maintenant dans la dépendance. Sa voix, habituellement posée, vibrait d'une conviction profonde, forgée durant ses années d'étudiant à l'Association nationale des étudiants de Burkina, d'orientation marxiste. Aujourd'hui, j'ai le devoir de vous annoncer que le Burkina Faso ne sera plus le pion de quiconque sur l'échiquier mondial. Nous avons entamé des discussions avec diverses nations, y compris des pays que l'Occident tente d'isoler. Sans jamais mentionner explicitement la Corée du Nord ou l'accord signé, Traoré évoquait une diversification stratégique de nos partenariats et une approche souveraine de notre politique étrangère. À ceux qui menacent de sanctions, je réponds, le Burkina Faso n'a pas peur. Notre génération est prête à endurer des difficultés temporaires pour garantir un avenir véritablement indépendant à nos enfants. L'allocution fut suivie d'une vague de réactions internationales. À Washington, le porte-parole du département d'État déclara que les États-Unis envisageaient toutes les options face à ce qu'il qualifiait de « rapprochement inquiétant avec un État voyou ». À Paris,
le ministère des Affaires étrangères publia un communiqué appelant le Burkina Faso à reconsidérer ses alliances et mettant en garde contre les conséquences graves d'un partenariat avec Pyongyang. En réponse, la télévision d'État nord-coréenne diffusa un bref message de Kim Jong-un, une rareté diplomatique qui ne passa pas inaperçue. Le dirigeant suprême y saluait l'esprit d'indépendance du peuple burkinabé et de son courageux leader. Cette déclaration publique confirmait indirectement l'existence d'un accord, provoquant une nouvelle onde de choc dans les chancelleries occidentales. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en session extraordinaire. L'ambassadeur américain y dénonça une violation flagrante des sanctions internationales contre la Corée du Nord et proposa une résolution condamnant cette coopération. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil, opposèrent immédiatement leur veto, arguant qu'il n'existait aucune preuve formelle d'une violation des sanctions et que chaque pays souverain avait le droit de choisir ses partenaires diplomatiques. Cette division du Conseil de sécurité marquait un tournant. Pour la première fois, le Burkina Faso se retrouvait au centre d'une confrontation géopolitique mondiale. À Ouagadougou, les réactions populaires se polarisaient. Dans le quartier de Dapoya, bastion traditionnel des mouvements progressistes, des milliers de jeunes manifestaient leur soutien au gouvernement. « Traoré nous a libérés de l'emprise française », scandait une étudiante, le visage peint aux couleurs nationales. « C'est notre Thomas Sankara d'aujourd'hui », ajoutait-elle, faisant référence au révolutionnaire marxiste qui dirigea le pays de 1983 à 1987 et dont l'héritage inspirait ouvertement Traoré. Dans d'autres quartiers, cependant, l'inquiétude dominait. « Les sanctions vont nous affamer », s'inquiétait un commerçant du grand marché. Et si les djihadistes profitent de cette crise? Les groupes armés qui sévissaient dans le nord du pays depuis des années représentaient en effet une menace existentielle. Le Burkina Faso avait perdu le contrôle de près de 40% de son territoire face à ces insurgés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est dans ce contexte tendu qu'une délégation de l'Union africaine arriva à Ouagadougou pour une médiation d'urgence. Dirigée par le président sénégalais, elle fut reçue au palais présidentiel par Traoré, qui maintint sa position. L'Afrique doit cesser de demander la permission à l'Occident pour définir sa politique étrangère, déclara-t-il fermement à ses homologues. Notre continent a été découpé à Berlin en 1885 sans qu'aucun Africain ne soit présent. Cette époque est révolue. La délégation repartit sans avoir obtenu d'engagement concret, illustrant la nouvelle assurance du jeune leader burkinabé sur la scène internationale. 2 semaines après le retour de Traoré de Pyongyang, les premières sanctions occidentales tombèrent. Les États-Unis suspendirent leur aide militaire et imposèrent des restrictions sur les transactions financières impliquant des entités gouvernementales burkinabées. L'Union européenne suivit avec des mesures similaires, mais moins sévères, reflétant les divisions internes entre les pays membres. Contrairement aux prédictions les plus alarmistes, ces sanctions étaient relativement légères. L'Occident, préoccupé par la montée des groupes djihadistes au Sahel, craignait qu'un isolement trop brutal du Burkina Faso ne précipite son effondrement et n'aggrave l'instabilité régionale. Cette réponse mesurée fut interprétée comme une victoire par Traoré et son gouvernement. « Ils ont aboyé, mais n'ont pas mordu », commenta un conseiller présidentiel lors d'une réunion à huis clos. « Notre évaluation était correcte. Ils ont plus besoin de notre stabilité que nous avons besoin de leur argent. » Pendant ce temps, les premiers fruits de l'accord secret commençaient à apparaître. Des avions cargo non identifiés atterrissaient de nuit sur des bases militaires isolées, déchargeant des conteneurs sous haute surveillance. Des experts techniques asiatiques étaient aperçus, accompagnés d'officiers burkinabés, visitant des installations stratégiques. Dans les cercles diplomatiques africains, l'audace de Traoré suscitait à la fois admiration et inquiétude. Certains dirigeants voisins, également frustrés par ce qu'ils percevaient comme du néocolonialisme occidental, observaient attentivement cette expérience diplomatique inédite. Le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires, manifestaient ouvertement leur solidarité avec Ouagadougou. Des rumeurs circulaient sur des discussions entre ces 3 pays pour former une confédération sahélienne, indépendante des anciennes puissances coloniales. À Moscou et à Pékin, on suivait ces développements avec un intérêt particulier. La Russie, déjà présente dans la région via le groupe Wagner, voyait dans cette crise une opportunité d'étendre son influence. La Chine, plus discrète mais non moins stratégique, envisageait d'intensifier ses investissements dans cette zone riche en ressources naturelles. 1 mois après la visite historique, un incident stupéfia la communauté internationale. Lors d'une attaque djihadiste majeure contre une garnison dans le nord du pays, l'armée burkinabé déploya un système de défense anti-aérienne jamais vu auparavant dans la région, abattant des drones utilisés par les insurgés. Les experts militaires occidentaux identifièrent rapidement la signature technologique. Il s'agissait d'un système nord-coréen modifié.
La preuve tangible d'un transfert d'armement en violation des sanctions de l'ONU était désormais visible. Le Pentagone convoqua une réunion de crise. « La situation est plus grave que nous le pensions », déclara le secrétaire à la Défense. Il ne s'agit pas simplement d'un geste symbolique ou de propagande. Pyongyang a réellement commencé à transférer des technologies militaires sensibles. À Paris, l'inquiétude se transforma en alarme. Le ministre des Armées présenta au président français un rapport détaillant les implications stratégiques de cette nouvelle donne. Si ces systèmes se propagent dans toute la région, notre capacité d'intervention militaire au Sahel sera sévèrement compromise, avertit-il. Notre supériorité aérienne, jusqu'ici incontestée, ne sera plus garantie. En réponse à ces développements, Washington annonça le déploiement d'un groupe naval supplémentaire au large de l'Afrique de l'Ouest et l'intensification des survols de reconnaissance dans la région. À Ouagadougou, Traoré observait ses réactions avec un calme calculé. Dans son bureau présidentiel, décoré sobrement à l'exception d'un portrait de Thomas Sankara, il recevait quotidiennement des rapports sur l'évolution de la situation. Les Occidentaux sont divisés sur la réponse à adopter, notait avec satisfaction le chef des renseignements. Ils craignent qu'une pression trop forte ne nous pousse encore plus dans les bras de Pyongyang, Moscou et Pékin. Et notre population, Sanki Traoré, toujours attentif à l'opinion publique domestique. Le soutien se renforce, même parmi ceux qui étaient initialement sceptiques, répondit le ministre de la Communication. Les premiers résultats contre les djihadistes ont créé un sentiment de fierté nationale. Les gens commencent à croire que nous pouvons réellement vaincre cette insurrection par nos propres moyens. Ces évaluations positives étaient toutefois tempérées par des défis économiques croissants. Bien que limités, les sanctions occidentales commençaient à affecter certains secteurs. L'inflation augmentait et quelques pénuries apparaissaient dans les marchés urbains. Pour contrer ces difficultés, le gouvernement lança une campagne de résistance économique, encourageant la production locale et diversifiant rapidement ses partenaires commerciaux vers la Russie, la Chine et les pays du Golfe. 6 semaines après la signature de l'accord secret, la dynamique géopolitique avait clairement évolué. Ce qui avait commencé comme une initiative diplomatique audacieuse d'un petit pays enclavé était devenu un symbole de défi à l'ordre mondial établi. Dans les capitales africaines, on parlait désormais ouvertement d'une « doctrine Traoré », la recherche d'une véritable souveraineté stratégique, quitte à s'allier avec des partenaires non conventionnels. Une chose était certaine. Le monde observait avec anxiété la prochaine étape de ce drame géopolitique inattendu, dont les répercussions s'étendaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. 3 mois jour pour jour après la signature de l'accord secret à Pyongyang, Ibrahim Traoré convoqua une conférence de presse internationale. L'événement, organisé dans la salle des congrès du palais présidentiel d'Ouagadougou, attirait une attention mondiale sans précédent pour le Burkina Faso. Les grandes chaînes d'information, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, avaient dépêché leurs correspondants les plus chevronnés. Des diplomates de diverses nations africaines, européennes et asiatiques occupaient les premiers rangs. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. À 10 heures précises, Traoré fit son entrée, vêtu de son uniforme militaire habituel, mais complété pour l'occasion d'une écharpe aux couleurs nationales. Son visage, d'ordinaire impassible, affichait une détermination sereine qui frappa les observateurs. « Mesdames et messieurs, peuple du Burkina Faso, nation du monde », commença-t-il d'une voix claire et assurée. Aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire de notre pays et peut-être, dans les relations internationales contemporaines. Sans préambule superflu, il confirma l'existence d'un accord stratégique avec la République populaire démocratique de Corée, mettant fin à 3 mois de spéculations et de rumeurs. Cet accord, que nous rendons public aujourd'hui, représente une approche novatrice de la coopération internationale, basée sur le respect mutuel et les avantages réciproques. Sur un écran géant derrière lui apparut une version légèrement expurgée du document, dont les sections les plus sensibles demeuraient confidentielles. Le Burkina Faso a obtenu un accès à des technologies défensives essentielles pour protéger notre population contre la menace terroriste qui ensanglante notre territoire depuis trop longtemps. Nous bénéficions également d'investissements dans nos infrastructures et notre développement économique. Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. En échange, nous offrons à notre partenaire un accès équitable et transparent à certaines de nos ressources naturelles, dans des conditions qui respectent pleinement notre souveraineté et garantissent des bénéfices substantiels à notre économie nationale. La salle bourdonnait de l'activité frénétique des journalistes transmettant ces informations en temps réel à leur rédaction. Je tiens à souligner avec la plus grande fermeté, poursuivit Traoré, son ton se durcissant perceptiblement, que cet accord ne comporte aucune clause autorisant l'établissement de bases militaires étrangères sur notre sol. Le Burkina Faso n'est et ne sera le vassal d'aucune puissance, qu'elle soit occidentale ou orientale.
Cette déclaration, destinée à rassurer tant la population burkinabé que les puissances occidentales, fut accueillie par des applaudissements nourris de la part des officiels nationaux présents. Traoré détailla ensuite les premiers résultats concrets de cette coopération. Renforcement des capacités de l'armée nationale, qui avait repris le contrôle de plusieurs zones précédemment tenues par des groupes djihadistes, lancement de projets d'infrastructures dans les domaines de l'énergie et des transports, et diversification des partenariats économiques internationaux. Certains nous ont prédit l'isolement et l'effondrement, déclara-t-il avec une pointe d'ironie. 3 mois plus tard, notre nation est plus forte, plus souveraine et mieux équipée pour affronter ces défis. La conférence de presse se poursuivit avec la diffusion d'une courte vidéo préenregistrée de Kim Jong-un, un événement rarissime dans la diplomatie nord-coréenne traditionnellement opaque. Le dirigeant suprême, filmé dans un décor solennel de son palais présidentiel, y réaffirmait l'engagement indéfectible de la République populaire démocratique de Corée à respecter la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso. Notre coopération, précisait-il via un interprète, est fondée sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun et sur la résistance commune à l'hégémonie des puissances qui prétendent dicter leurs lois au monde entier. La diffusion de ce message provoqua une onde de choc parmi les diplomates occidentaux présents. Jamais auparavant Kim Jong-un n'avait adressé une telle déclaration publique concernant un partenariat avec un pays africain. Reprenant la parole, Traoré passa à l'offensive sur le plan idéologique, évoquant sa vision d'un nouvel ordre international multipolaire, où les nations en développement pourraient choisir librement leurs alliances. L'ère où l'Afrique était considérée comme la chasse gardée de l'Occident est définitivement révolue, déclara-t-il avec passion. Notre continent se réveille et prend en main son destin. Cette rhétorique pan-africaniste et anti-impérialiste, inspirée de ses lectures marxistes durant ses années universitaires, résonnait particulièrement auprès de la jeunesse africaine, comme en témoignaient les manifestations de soutien qui se déroulaient simultanément dans plusieurs capitales du continent. La séance de questions-réponses qui suivit fut particulièrement tendue. Un journaliste de CNN interrogea Traoré sur les risques de violation des sanctions internationales contre la Corée du Nord. Les sanctions unilatérales imposées par certaines puissances ne constituent pas le droit international, répondit-il fermement. Le Burkina Faso est un État souverain qui détermine librement sa politique étrangère dans le respect de la Charte des Nations Unies. Un correspondant du Monde souleva la question des droits humains en Corée du Nord, tentant visiblement de mettre le leader burkinabé dans l'embarras. Le Burkina Faso ne donne de leçons à personne et n'en accepte de personne, rétorqua Traoré. Notre coopération est pragmatique et centrée sur les intérêts mutuels de nos peuples, non sur des ingérences idéologiques. Après 2 heures d'échange, la conférence de presse s'acheva sur l'annonce de projets concrets issus de l'accord. Construction d'un barrage hydroélectrique, modernisation de l'hôpital national et lancement d'un programme de bourse permettant à des étudiants burkinabés de se former dans des domaines techniques en Corée du Nord. Les réactions internationales ne se firent pas attendre. À Washington, le département d'État convoqua une conférence de presse d'urgence où son porte-parole dénonça un accord qui menace la stabilité régionale et viole le régime de sanctions contre Pyongyang. À Bruxelles, l'Union européenne adopta une position plus nuancée, appelant au dialogue, tout en exprimant de sérieuses préoccupations. À Moscou et à Pékin, en revanche, on saluait le courage et l'indépendance du Burkina Faso, y voyant une opportunité d'affaiblir l'influence occidentale en Afrique. Cette division de la communauté internationale offrait à Traoré une marge de manœuvre inattendue. Les sanctions redoutées se limitèrent à des mesures symboliques, l'Occident craignant qu'une réaction trop sévère ne pousse davantage le Burkina Faso et d'autres pays africains dans l'orbite de la Chine et de la Russie. Sur le terrain, les effets concrets de l'accord commençaient à se manifester. L'armée burkinabé, équipée de nouveaux systèmes de défense et formée par des experts nord-coréens, reprenait progressivement le contrôle des zones rurales précédemment abandonnées aux groupes djihadistes. Cette évolution sécuritaire, plus que toute rhétorique politique, consolidait le soutien populaire à Traoré. Dans les villages libérés, des cérémonies de remerciements spontanés étaient organisées à l'approche des troupes gouvernementales. Pour la première fois depuis des années, nous pouvons dormir sans craindre une attaque nocturne, témoignait un chef de village près de Dori, dans le nord du pays. Sur le plan économique, le bilan était plus contrasté. Certains secteurs souffraient des restrictions occidentales, mais d'autres bénéficiaient de nouveaux partenariats avec les pays BRIC, notamment la Russie et la Chine, qui saisissaient l'opportunité d'étendre leur influence. 6 mois après la révélation publique de l'accord, un sommet extraordinaire des pays du Sahel se tint à Ouagadougou. Le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires, y signèrent avec le Burkina Faso une « charte de l'Alliance des États sahéliens », formalisant leur coopération militaire et économique en dehors des structures dominées par l'Occident. Cette alliance, impensable quelques années auparavant,
représentait un défi majeur pour l'influence française et américaine dans la région. Elle s'accompagnait d'une diversification accélérée des partenariats internationaux, incluant désormais la Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et bien sûr, la Corée du Nord. Un an après la visite historique de Traoré à Pyongyang, une cérémonie symbolique fut organisée au stade national d'Ouagadougou. Devant des dizaines de milliers de partisans enthousiastes, le président burkinabé et un envoyé spécial de Kim Jong-un inauguraient une usine d'assemblage de panneaux solaires, fruit de leur coopération technologique. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas simplement une réalisation industrielle, déclara Traoré dans un discours passionné. C'est la preuve vivante qu'un petit pays déterminé peut tracer sa propre voie, indépendamment des diktats des puissances traditionnelles. L'envoyé nord-coréen remit ensuite à Traoré une lettre personnelle de Kim Jong-un, qui fut lue à la nation. À son Excellence Ibrahim Traoré, au vaillant peuple du Burkina Faso, et à tous les peuples africains aspirant à la véritable indépendance. Votre courage face aux pressions et aux menaces inspire le monde entier. Notre coopération démontre qu'un ordre international plus juste et équilibré est non seulement nécessaire, mais possible. Cette lettre, diffusée en direct à la télévision nationale, symbolisait la transformation radicale de la position internationale du Burkina Faso. D'un petit pays enclavé, largement dépendant de l'aide occidentale, il était devenu un acteur diplomatique audacieux, capable de défier les puissances traditionnelles et de forger des alliances inattendues. Dans les capitales occidentales, une nouvelle approche s'imposait progressivement. Face à l'échec des sanctions et des pressions diplomatiques, certains évoquaient désormais la nécessité d'un engagement constructif avec Ouagadougou et ses alliés. Nous avons sous-estimé la détermination de Traoré et surestimé notre influence en Afrique, admettait en privé un aux responsables du département d'État américain. Nous devons repenser fondamentalement notre stratégie au Sahel. À Paris, un groupe de réflexion proche du gouvernement publiait un rapport préconisant une approche pragmatique, reconnaissant les nouvelles réalités géopolitiques de la région. Ces évolutions confirmaient ce que Traoré avait parié dès le début. L'Occident s'adapterait finalement à la nouvelle donne plutôt que de risquer de perdre totalement son influence en Afrique de l'Ouest. La dernière image de ce drame géopolitique inattendu était particulièrement symbolique. Lors d'une vidéoconférence sécurisée, Ibrahim Traoré et Kim Jong-un, les dirigeants respectifs du Burkina Faso et de la Corée du Nord, échangeaient cordialement sur les prochaines étapes de leur coopération. Sur l'écran partagé, ces deux hommes que tout semblait séparer, l'âge, la culture, l'histoire, incarnaient pourtant une même volonté d'affirmer la souveraineté de leur nation face aux pressions externes. Cette alliance improbable, née d'une audacieuse initiative diplomatique, avait bouleversé les calculs géopolitiques établis et ouvert un nouveau chapitre dans les relations internationales du XXIe siècle. Pendant que le monde observait avec stupéfaction, le Burkina Faso et la Corée du Nord continuaient de tracer leur chemin commun, défiant les pronostics et remodelant, à leur échelle, l'ordre mondial hérité de la guerre froide. Alors que la vidéoconférence se terminait, les deux leaders échangèrent un dernier regard empli de détermination partagée. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, rien ne serait plus comme avant.